Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Les titres en ouverture. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a visité le chantier de l'axe Nkok-Nkoltan sur la route nationale 1 de génie militaire est à pied d'œuvre 3 jours après la rupture des canalisations d'eau qui ont coupé Libreville du reste du pays. Clap de fin pour Robert Gabriel Mugabe au Zimbabwe. Le plus vieux président en exercice au monde a finalement démissionné ce mardi 21 novembre, quelques heures seulement avant une procédure de destitution après la pression de l'armée, de son parti et de la rue. Et puis en Allemagne, après son échec dimanche à former un gouvernement de coalition, la chancelière allemande Angela Merkel a annoncé ce lundi à la télévision publique qu'elle était prête à être de nouveau candidate en cas d'élection législative anticipée dans le pays. Voilà pour le fil conducteur. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons par la page Gabon. Et je vous le disais à l'instant, 3 jours seulement après la rupture des bus et d'évacuation d'eau sur la nationale 1 après le président Ali Bongo Ondimba est allé donner un coup de pouce sur le tronçon Nkok-Nkoltan situé à une trentaine de kilomètres de Libreville. Le récit d'Ismaël Oubianzé sur les images de la presse présidentielle. Ali Bongo Ondimba voulait se faire sa propre idée de l'ampleur du chantier de réfection de la Nationale 1. Alors il a décidé, comme à son habitude, de faire le terrain. L'urgence de la situation vécue ici ces dernières heures, comme un calvaire par les usagers d'un Nkoltan, exige des solutions tout aussi urgentes. Ce qu'il faut, ce qu'on puisse faire, c'est de vérifier, on profite, mais qu'à d'autres endroits de la route, nous n'ayons pas les mêmes problèmes. Oui, il faut qu'on fasse ce travail-là. Ça, ce travail. Tout à fait. On doit faire ça. Le rapport est ici. Nous avons un partenariat très bon avec Génie militaire et nous espérons qu'on formalise avec un protocole d'accord. L'engagement d'un retour à la normale du trafic routier est pris et plus que cela, le génie militaire offre déjà les premiers services sur site en attendant le déploiement de gros moyens techniques pour l'exécution des travaux de l'ouvrage que les populations souhaitent de grande qualité. Pour faire que les travaux là, il faut vraiment soulever réellement le pont pour que ça soit haut parce que c'est déjà trop bas. Je souhaiterais que le pont soit correctement comme ça se doit. Parce qu'il faudrait que... C'est tout ce que nous demandons. La circulation reprend de façon progressive au kilomètre 30 sur la nationale 1. C'est bientôt la fin d'un cauchemar qui avait coupé Libreville de l'arrière-pays. Avec les pluies qui s'abattent ces derniers jours sur Libreville, la capitale, on enregistre ici et là des glissements de terrain et des inondations à l'échangeur de Nzengayon dans le 2e arrondissement. Les abords de la chaussée touchés par un éboulement risquent de s'effondrer. En témoigne ce regard d'Armstrong Agaya, Alexis Nia. C'est un éboulement qui touche progressivement la chaussée. Nous sommes à l'échangeur de Nzengayong, à Libreville, entre le 2e et le 6e arrondissement de la capitale gabonaise. La forte pluviométrie est très probablement la principale cause de cet état de fait, même si les travaux de canalisation inachevés y sont pour quelque chose. Une situation qui devrait interpeller déjà l'entreprise adjudicataire des travaux des bassins versants qui, à notre arrivée, n'était plus sur les lieux. Par ailleurs, l'incivisme des populations qui jettent des immondices dans cette canalisation substituée en décharge publique favorise les inondations. Après les campagnes de sensibilisation sur le respect de l'environnement, les autorités municipales qui ont la gestion de la cité peinent à sanctionner les actes d'incivisme devenus chez certains une deuxième nature. Allons à la découverte du village Olamba, désormais une réalité au quartier Glace, et nous sommes là dans le 4e arrondissement de Libreville. Il s'agit d'un espace de promotion et de vente des produits Made in Gabon, inauguré le week-end dernier par Madeleine Baird, la ministre en charge du commerce. Cet espace est animé par une vingtaine de femmes gabonaises regroupées en association. Ismaël Oubianzé nous en dit plus. Olamba, c'est le nom de ce petit espace permanent de vente et de valorisation de la culture et du savoir-faire gabonais. Il regroupe une vingtaine d'artisans intervenant dans divers domaines, vannerie, textile, agroalimentaire, cosmétique, sculpture de décoration, mariage traditionnel, tout y est ou presque.
Isabelle Baomar et ses associés voient ainsi leur rêve devenir réalité. Ce sera beaucoup plus facile parce que beaucoup de femmes qui sont ici, on n'avait pas d'endroit où montrer ce qu'on sait faire. Et on n'aimerait pas que l'aventure s'arrête là, on voudrait vraiment avoir un espace permanent. Nous sommes très fiers du village Olamba parce que ça n'a pas été facile et c'est un bel exemple de partenariat public-privé. Nous, on nous a donné les cases, on les a transformées, grâce d'ailleurs à un architecte de la diaspora qui nous a fait ça gracieusement. Donc vous voyez que Olamba, c'est tout le monde qui a mis un peu du sien ici. La présidente de l'association Olamba, qui est si fière d'avoir porté ce projet avec d'autres femmes, évolue dans un registre bien précis. Mon credo, moi, c'est de peindre les masques du Gabon et d'en faire du linge de maison. Parce que nous avons des très beaux masques et je voudrais en faire profiter à plus de personnes en le mettant sous forme textile et pour agrémenter nos maisons, soit nos chambres, soit nos salons. Le projet n'est pas encore terminé. Selon l'association, il reste à réaliser la case Samba, une sorte de bâtiment multifonction devant abriter une salle polyvalente et une salle de formation entre autres. Le village envisage par ailleurs l'organisation des ateliers pour enfants et adultes avec pour objectif de revivifier l'art traditionnel, notamment les dimensions musicales et culinaires souvent oubliées. Le ministre d'État en charge de la communication, Alain-Claude Bilibinze, s'est rendu ce mardi au futur siège de la chaîne thématique Gabon Nature Culture du groupe Gabon Télévision à Okala, au nord de Libreville. Objectif, renforcer les capacités et dénicher les nouveaux talents. Le reportage de Lardingue Mamba. S'enquérir du déroulé des travaux du casting lancé depuis quelques semaines par le groupe Gabon Télévision. C'est le but de la visite du ministre d'État en charge de la communication, Alain-Claude Bilibinze, qui s'est rendu ce mardi au siège de la future télévision Gabon Nature Culture, où se déroulent les castings pour la détection et la sélection des nouveaux talents. Les Gabonaises et les Gabonais ont besoin d'une information de qualité qui est présentée par des hommes et des femmes de qualité, qui les respectent, qui les apprécient et qui les informent de manière agréable. Et donc ce casting est indispensable. Ensuite, effectivement, j'ai vu des choses, j'ai vu des perles. Bravo pour toutes les équipes d'avoir pu détecter un certain nombre de perles, y compris des journalistes qui étaient déjà en fonction, tout comme ceux qui n'ont jamais présenté l'édition d'information. Il faut continuer à travailler, mais au-delà des castings, une fois qu'on aura sélectionné, il faut continuer à coacher les gens, à les former si besoin, parce que la qualité, c'est un travail au quotidien, en continu. Il ne faudra pas hésiter à insister, à faire venir des personnes pour les sessions de formation, des sessions d'immersion également dans les organes de presse avec lesquels on va devoir travailler, nouer des partenariats. Journalistes, animateurs et présentateurs se succèdent sur le plateau en vue de convaincre les jurys. Mais en fait, au-delà du passage des postulants, ce qui est essentiel d'abord, c'est de constater que le casting se fait. Et il est indispensable que chaque journaliste comprenne que ceci n'est pas une option. C'est une décision qui a été prise et qui est approuvée par les plus hautes autorités. Tous ceux qui ne se soumettront pas au casting n'auront plus aucune chance d'être employés ni à Gabon Télévision, ni à Gabon 24, encore moins à la chaîne Gabon Culture qui va arriver lorsqu'il s'agira de ces castings-là. Le casting ici, ce n'est pas un jeu. On mobilise des professionnels pendant des jours et des jours, ça prend des semaines. C'est parce que même si on est diplômé, est-ce qu'on est forcément outillé pour être présentateur du journal télévisé? Ces castings visent à redonner un nouveau souffle aux chaînes publiques du groupe Gabon Télévision, dont la chaîne éponyme, la chaîne d'information continue Gabon 24 et la nouvelle chaîne Gabon Nature et Culture. Dès le mois de janvier 2018, les téléspectateurs gabonais pourront découvrir les nouvelles grilles des programmes plus attractifs qui répondent aux attentes du téléspectateur. Et pour tourner la page Gabon, c'est en bref et en images. Du 20 au 25 novembre, l'Institut français et l'Institut gabonais de l'image et du son organisent la 12e édition des escales documentaires de Libreville. Pour l'occasion, 24 films documentaires seront projetés pour le grand public. Écoutons quelques réactions. Cette projection a été très intéressante parce que nous avons appris sur plusieurs choses. Notamment le film que j'ai aimé, ce sont Les Silences de Lydie, parce que c'est une petite fille qui a vécu plusieurs choses après la maltraitance de sa mère. Donc j'ai vraiment aimé parce qu'on a appris plusieurs choses, comme je l'ai dit tantôt.
Mais sinon, la projection, elle était bonne. Oui, les films étaient très instructifs. Bon, surtout le 1, en fait. C'était très bien. Ça nous a plus appris sur la moralité et aussi à ne pas traiter ces enfants, bien plus à ne pas déposer notre colère sur nos... Poursuivons avec la page Afrique. Tout d'abord, Robert Mugabe a finalement démissionné après la décision des parlementaires zimbabwéens ce mardi d'enclencher une procédure de destitution contre ce dernier qui refusait depuis plusieurs jours de quitter le pouvoir. La réponse ne s'est pas fait attendre. Armstrong Agaya nous en dit plus. Je considère que cette motion est recevable, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, Jacob Mudenda, devant les élus des deux chambres parlementaires. Avis de démission du titre du président de la République du Zimbabwe en vertu des dispositions de l'article 96 de la première section de la Constitution du Zimbabwe. Amendement numéro 20 2013. Suite à ma communication avec le président de l'Assemblée nationale, l'avocat Jacob Mudenda, à 13h53 le 21 novembre 2017, indiquant mon intention de démissionner en tant que président de la République du Zimbabwe. Je, Robert Gabriel Mugabe, en vertu de l'article 96 de la première section de la Constitution du Zimbabwe, présente officiellement ma démission en tant que président de la République du Zimbabwe avec effet immédiat. Une démission qui intervient après une longue attente et des négociations à n'en point finir. L'homme, 93 ans, laisse derrière lui une nation qu'il a servie avec beaucoup d'abnégation et de courage. La démission, lue par le président de l'Assemblée nationale, a été ovationnée de forte manière par les parlementaires. Plus tôt dans la matinée, l'ancien vice-président limogé est sorti de sa réserve pour appeler aussi Robert Mugabe à céder son fauteuil. En Côte d'Ivoire, suite à la diffusion d'un documentaire choc de la chaîne télévision américaine CNN qui avait relevé l'existence d'un marché aux esclaves près de Tripoli, les autorités ivoiriennes ont rapatrié les migrants ivoiriens en Libye. Le récit de Gaël Mapessi. 155 migrants ivoiriens en Libye, dont 89 femmes et de nombreux mineurs, ont été rapatriés dans leur pays par avion lundi soir. La plupart étaient en détention dans ces centres à Zouara, dans l'ouest de la Libye. Ils étaient pour la plupart en détention dans des centres à Zouara. Donc, grâce à l'appui de l'ambassade de Côte d'Ivoire et de l'OIM, on a pu faire 3 petites rotations de l'aéroport de Zouara à l'aéroport de Mitiga et ensuite organiser un transfert de toutes ces personnes ici à Abidjan. Visiblement fatigués et soulagés d'être revenus au pays, les migrants vont bénéficier de programmes de réinsertion grâce notamment à l'aide économique européenne, selon le directeur des Ivoiriens de l'étranger qui s'insurge contre cette pratique. Selon notre ambassadeur en Libye, il avait dénombré 595 personnes. Nous avons pu ramener 155. Nous aurons une deuxième opération le mercredi, c'était déjà prévu. Ces 155 migrants font partie d'un groupe de 595 au total que les autorités entendent rapatrier dans les prochains jours. Le gouvernement ivoirien rapatrie régulièrement depuis 2015 des migrants en difficulté. Au total, avant lundi, un peu moins de 1300 avaient bénéficié de vols retour. Direction le Nigeria et c'est en bref et en images où s'est déroulée la signature d'un protocole d'accord à Abuja entre les États-Unis et le pays dans les domaines de l'économie, de la gouvernance et de la sécurité. Écoutez. Nous travaillerons avec le Nigeria. Nous travaillons déjà avec le Nigeria. Et nous allons étendre notre coopération car nous pensons que la rapidité de l'évolution du Nigeria déterminera non seulement votre propre avenir, mais aussi le marché de nos propres biens et services à l'avenir. Nous sommes dans une course symbiotique ensemble. Ce n'est pas un parachèvement entre concurrents de différentes équipes, mais nous tirons avec vous dans tous les domaines où votre président, votre gouvernement et votre industrie cherchent à diversifier et élargir la base de votre activité économique. Encore une fois, à la suite de ce que l'ambassadeur Symington a dit, nous sommes ici en tant que gouvernement américain
et cherchons à plaider en faveur des entreprises et des investissements américains. Mais en fin de compte, ce sont des entreprises et des banques qui ont besoin d'être compétitives et de trouver un marché concurrentiel dans lequel elles peuvent faire des affaires. Notre objectif est donc d'aider le gouvernement nigérian à créer un marché attrayant pour les investisseurs, les entreprises américaines et les autres entreprises. Vos actualités hors du continent n'étant pas en reste, tout d'abord en Russie, Vladimir Poutine a rencontré ce lundi soir le président syrien Bachar al-Assad à Souchi dans le sud-ouest de la Russie, 2 jours avant le sommet tripartite Russie-Iran-Turquie visant à trouver un règlement politique à la crise syrienne. PJ Opas s'en fait l'écho. Vladimir Poutine a tenu des négociations avec le président syrien Bachar al-Assad qui s'est rendu en Russie pour une visite de travail. Une rencontre qui visait avant tout à discuter du règlement politique et pacifique à long terme en Syrie où 6 ans de conflit ont fait au moins 330 000 morts et des millions de réfugiés. Le président russe a également informé son homologue syrien qu'il allait s'entretenir mardi au téléphone avec le président américain Donald Trump pour des consultations sur la situation en Syrie. Nous avons aujourd'hui eu des discussions précises avec le président syrien sur tous les aspects liés à la normalisation de la situation, y compris sur les étapes à suivre sur le chemin politique. Un sommet tripartite réunira dans cette ville sur les bords de la mer Noire les présidents russes, turcs et iranien pour la première d'une série de réunions internationales visant à relancer le processus de paix en Syrie maintenant que l'armée de Bachar al-Assad a pris l'avantage face aux rebelles et au groupe État islamique. Leur objectif est d'unifier leurs positions en vue de la reprise des négociations à Genève le 28 novembre qui doivent se concentrer sur la rédaction d'une nouvelle constitution et la tenue d'élections. Allons en Allemagne et tel que je vous l'annonçais à l'entame, suite à son échec de dimanche à former un gouvernement de coalition, la chancelière Angela Merkel a annoncé ce lundi à la télévision publique qu'elle était prête à être de nouveau candidate en cas d'élection législative anticipée dans le pays. Retrouvons PJ Opas. À la suite d'un score décevant pour son parti conservateur aux législatives de septembre, puis de l'échec dimanche soir des négociations visant à former une coalition à 4 partis, la chancelière allemande a rejeté toute idée de démission. Non, la question ne se pose pas. Je pense que l'Allemagne maintenant a besoin de stabilité. Les dernières élections nous ont donné une mission. Il y a 1 an, j'ai décidé de me présenter en tant que candidate à la chancellerie de la CDU et de la CSU. Pendant ma campagne électorale, j'ai dit que j'étais prête à servir l'Allemagne pour les 4 prochaines années. Notre tentative de former un gouvernement n'a pas réussi. Mais pour moi, ce n'est pas une raison pour ne pas tenir mes promesses. Si aucune solution alternative de coalition ne peut être trouvée dans les semaines à venir pour former une majorité à la Chambre des députés, notamment dans les sociaux-démocrates, des élections anticipées seraient une voie préférable, a-t-elle ajouté. Et dans ce cas, elle entend de nouveau se porter candidate au poste de chancelière pour un 4e mandat. Angela Merkel n'entend donc pas baisser les bras en dépit des critiques croissantes dont elle fait l'objet, y compris au sein de son parti. La présidence française a appelé de ses souhaits une Allemagne stable et forte, tandis que la Commission européenne se disait confiante en la stabilité et la continuité à Berlin. Cap sur les États-Unis où Donald Trump a décidé d'inscrire à nouveau la Corée du Nord dans la liste noire des États soutenant le terrorisme. L'objectif étant d'accroître la pression contre le programme nucléaire de ce pays d'Asie. Écoutons le président américain. Nous allons instaurer une étape critique qui va débuter dès maintenant. Aujourd'hui, les États-Unis désignent la Corée du Nord comme État soutenant le terrorisme. Cela aurait dû arriver il y a longtemps. Cela aurait dû arriver il y a des années. En plus de menacer le monde de dévastation nucléaire, la Corée du Nord a soutenu de manière répétée des actes de terrorisme international, dont des assassinats en territoire étranger.
Et pour finir, allons en Palestine avec ses vastes boulevards, ses boutiques à la mode et son amphithéâtre romanisant. La ville nouvelle de Rawabi, en Cisjordanie, réalise le rêve de son créateur, mais reste pour certains Palestiniens une incongruité à l'avenir indécis. Je ne vous en dis pas plus, regardez. Bande d'adolescents à l'assaut des magasins à la mode, fontaine publique jaillissant près d'un amphithéâtre de style romain. Bienvenue à Rawabi, la première ville nouvelle palestinienne en Cisjordanie. L'entrepreneur palestinien-américain Bachar al-Masri a commencé ce projet en 2008 et la ville est encore en plein essor. Les gens qui veulent des articles de marque n'ont plus besoin de se rendre à Amman ou dans les centres commerciaux israéliens. À la place, ils peuvent faire leur shopping dans des centres commerciaux palestiniens. C'est ce que veulent des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Palestiniens. Pour le moment, Rawabi compte seulement 3000 habitants. Mais selon Al-Masri, au moins 10 000 visiteurs s'y rendent chaque mois. L'une des attractions principales, le Q Center, grand centre commercial financé par le Fonds souverain du Qatar, partenaire majeur du projet. Eyad et sa famille ont quitté l'Arabie saoudite pour s'installer ici. Ma femme et moi avons décidé d'acheter une maison ici, car nous y avons trouvé les choses auxquelles nous avions accès en termes d'infrastructures, de confort et de mode de vie. Certains critiquent le standing de Rawabi, alors qu'en Cisjordanie et à Gaza, une personne sur 5 gagne moins de 354 € par mois, selon les statistiques officielles. D'autres reprochent à Al-Masri de faire affaire avec Israël. Mais tout indique que la vie à Rawabi a de beaux jours à venir. Et pour finir, le rappel des titres, vous l'avez vu au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a visité ce mardi le chantier de l'axe Nkok-Nkoltan sur la route nationale 1 à une trentaine de kilomètres de Libreville. Le génie militaire est à pied d'œuvre 3 jours après la rupture des canalisations d'eau qui ont coupé Libreville au reste du pays. Clap de fin pour Robert Gabriel Mugabe au Zimbabwe. Le plus vieux président en exercice au monde a finalement démissionné ce mardi, quelques heures avant une procédure de destitution après les pressions de l'armée, de son parti et de la rue. Et puis vous l'avez vu à l'instant en Allemagne, après son échec de dimanche à former un gouvernement de coalition, la chancelière Angela Merkel a annoncé ce lundi à la télévision publique qu'elle était prête à être de nouveau candidate en cas d'élection législative anticipée dans le pays. Ainsi, Madame, Monsieur, prend fin cette grande session d'information au nom de toute l'équipe. Merci de nous rester fidèles. À 22h, Abdulaziz Maïga vous attend pour un autre développement de l'actualité. J'aurai plaisir à vous retrouver ce mercredi dès 18h. D'ici là, l'information continue sur Gabon 24 et surtout, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.